Bonjour Guillaume, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Atypeople. Bonjour Nawel, merci de m'accueillir. Tu t'intéresses aux neuroatypiques dans le monde du recrutement, et ce bien avant de savoir que tu étais toi-même concerné. Pour toi, cette approche, l'inbound recruiting, n'est pas spécifiquement destinée au HPI, et donc tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est. Alors, l'inbound recruiting, c'est un terme qui peut effectivement être un petit peu barbare comme ça, quand c'est difficile à prononcer, c'est pas spécialement conçu pour la langue française, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent, alors on garde ce terme-là. L'inbound recruiting, c'est une technique de marketing digital qui sert à attirer, à recruter des talents. Voilà. Comment ça fonctionne? Donc, il faut comprendre que c'est d'abord un type de recrutement que j'aurais moi-même aimé connaître quand j'étais candidat. Et je fais déjà une petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est un point de départ en fait de beaucoup de projets de création d'entreprise. On le dit souvent, on le lit souvent, des personnes qui se disent si je suis pas satisfait avec ce que je trouve sur le marché à l'heure actuelle, eh ben je vais créer une entreprise pour pouvoir combler le manque. Eh ben, c'est un petit peu ce qu'on a fait avec ma femme. Moi venant du marketing, hein, comme tu l'as dit de mon parcours, et puis elle venant plutôt du sourcing RH. Et puis on a quelque part commencé à concevoir voilà, cette approche du recrutement, cette approche du sourcing pour que les entreprises comprennent qu'il y a une nécessité d'avoir un changement d'approche, d'arrêter un petit peu d'être dans l'incantatoire. Je dépose une offre, c'est un peu ce qu'on appelle le post and pray, hein. On dépose une offre et puis allez-y, battez-vous les gueux pour avoir le poste. Ça marche plus vraiment comme ça et ça fait des années que j'en suis convaincu. Voilà, il y avait un côté un petit peu, mais vous êtes qui pour nous traiter de la sorte quelque part, pour pas montrer beaucoup plus de considération. Quand on est candidat, on vient pas travailler pour vous, on vient travailler avec vous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le percevais. Donc, avec cette alliance de la connaissance de ma femme du recrutement et la mienne du marketing digital, et d'une technique en particulier qui s'appelle l'inbound marketing, donc l'inbound recruiting, c'est la prolongation de l'inbound marketing pour le recrutement, eh ben, on a trouvé un moyen pour que l'entreprise qui cherche à recruter des personnes, généralement des talents, donc c'est-à-dire des personnes qui sont sur des postes vraiment très très recherchés compte tenu de la conjoncture, pour que l'entreprise se dévoile un peu plus, qu'elle soit capable en fait d'être moins arrogante aussi et de dévoiler, vraiment de dérouler un tapis rouge pour les candidats dans le monde digital. Hein. Là, on est vraiment sur un monde digital. Il y a aussi un vrai tapis rouge qui peut se mettre en place à l'accueil pour l'entretien, etc., offrir un petit café. Mais là, c'est vraiment indispensable de savoir bien se présenter pour séduire. Voilà, c'est une démarche de séduction des entreprises vis-à-vis des candidats. Donc on est vraiment sur une sorte d'inversion des normes. Et on peut un petit peu comprendre aussi par rapport à différents besoins exprimés par le candidat, que moi je ressentais également, même ne sachant pas que j'étais atypique à cette époque-là, mais quand même, à côté, est-ce que vous prenez vraiment en compte les niveaux logiques de Robert Dills, par exemple, un champ de connaissances que tu apprécies particulièrement, mais c'est un petit peu ça. Comment on prend en compte l'environnement, comment on prend en compte le comportement, comment ça va se passer au niveau managérial, au niveau des formations, quelles sont les croyances, quelles sont les valeurs, quelle est l'identité et quel est le sens que propose l'entreprise. Voilà, tout ça traduit de manière avec du contenu, avec des infographies, avec des vidéos, pour vraiment avoir une démarche pour séduire vraiment le candidat. Voilà, c'est ce que j'en cherchais moi en tant que candidat, c'est maintenant ce que je propose aux entreprises pour qu'elles le fassent auprès de candidats, avec du contenu qui soit orienté vers le candidat et pas vers le recruteur, comme on le voit à l'heure actuelle, où les entreprises aiment beaucoup dire du bien d'elles-mêmes, mais elles oublient un petit peu que la priorité, c'est de dire pourquoi elles sont bien, pourquoi elles sont attractives effectivement pour les candidats. Et pour un neuroatypique, ça compte beaucoup, hein, ça compte vraiment beaucoup, ça compte pour tout le monde, j'imagine, mais particulièrement la prise en compte des besoins fondamentaux, la prise en compte des besoins même supérieurs, c'est-à-dire le sens, etc. C'est quelque chose qui vraiment est un marqueur essentiel de ce changement un petit peu de paradigme dans le monde du travail, sur lequel on accompagne les entreprises. Je vais citer des grands groupes, on le fait aussi avec des entreprises plus petites, pour qu'on rétablisse un petit peu l'équilibre entre candidats et recruteurs. En fait, oui, je comprends aussi que c'est une façon de faire vivre une expérience aussi aux futurs candidats avant qu'ils puissent postuler. Et cette expérience, il va y mettre voilà, des sensations, des émotions, du plaisir, et il va avoir envie du coup d'en savoir plus, de postuler et peut-être de faire partie d'une entreprise telle que celle-là. Absolument, absolument. La démarche de recrutement est une démarche qui est extrêmement impliquante pour une personne.
Donc on est à un moment donné obligé quelque part de faire des efforts en disant si on vous propose, certes il y a une rémunération, certes il y a un statut social qu'on offre avec le contrat de travail, mais à l'inverse, il faut vraiment que les entreprises commencent à comprendre que les personnes, de façon individuelle, ont leur propre référentiel d'exigence et elles ont besoin effectivement d'être accompagnées, d'avoir de l'information, des émotions. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Avoir c'est vraiment cette approche. Voilà, pour un neuroatypique, ça compte beaucoup et surtout peut-être même plus que certains sujets liés à la rémunération. Donc c'est important de travailler là-dessus. Alors justement, on est là aujourd'hui pour parler du recrutement des neuroatypiques. On est dans un monde qui change, on le voit bien, le contexte socio-professionnel évolue. En quoi tout ceci peut être justement favorable aux profils atypiques dans le monde du travail? Alors le monde du travail change à toute vitesse et je dirais le monde change aussi à toute vitesse. On voit actuellement une accélération d'énormément de phénomènes. Je ne vais pas rentrer dans une étude de la géopolitique et de la société au niveau global, mais ça change très très vite. Et il y a des indicateurs qui nous permettent de bien voir qu'il y a ce changement de monde, hein, de paradigme. Par exemple, au niveau de la culture. Et après, on va venir vraiment sur le monde du travail. Mais dans la pop culture, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans les années 80-90, il y avait une série qui s'appelait Sauvé par le Gong, avec un personnage qui s'appelait Screech. Et Screech était la représentation fictionnelle de quelque part de neuroatypique. Hein. C'était l'intello qui joue aux échecs, etc. Mais qui est toujours un petit peu la tête de turc, un petit peu, il n'y avait aucune chance avec les filles. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'univers Marvel, les mangas, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Dune, la conquête spatiale, enfin, tous des trucs qui étaient vraiment du domaine un petit peu des nerds hein, de l'époque. On ne dit pas des geeks d'ailleurs, on dit des nerds pour être plus précis. Bah, actuellement, c'est ce qui gagne au niveau culturel. C'est ça qui est vraiment surreprésenté. Donc déjà, on voit qu'il y avait un changement qui est beaucoup plus profond. Hein. Ensuite, sur le monde du travail en lui-même, ça a été écrit pas mal par Alexandre Pachulski hein, dans un livre qui s'appelle Unique et si la clé du monde de demain c'était nous, qui parle justement un petit peu de ces profils atypiques, uniques et qui le met en fait en perspective par rapport à des nouvelles réalités du monde du travail et surtout par rapport à l'innovation technologique liée à l'intelligence artificielle, liée au big data, à l'arrivée de la robotique tous les bouleversements qu'on voit dans le monde de la médecine, dans le monde de la cybersécurité, etc., eh ben, tous quelque part, ces secteurs d'avenir très très porteurs en termes d'emploi nécessitent des personnes qui ont la capacité de mobiliser de façon surefficiente, comme d'ailleurs on appelle souvent les atypiques aussi des surefficients, pour être capable de à la fois répondre aux problématiques qui sont posées par ces nouveaux secteurs et également être capable de penser un petit peu en dehors des clous. Parce que parfois les solutions ne sont pas accessibles uniquement par la force brute, mais aussi parfois il faut raisonner de façon complètement différente, avec des schémas de pensée différents, et c'est ça qu'apportent aussi les atypiques. Et donc on a vraiment un marché du travail qui se concentre vers des profils pour lesquels les neuroatypiques sont plutôt favorisés de par leur spécificité. Il y a aussi un côté tout simplement quasiment, je dirais, mathématique. Les neuroatypiques, par définition, représentent à peu près entre 2,2% de la population. Donc si on fait le calcul, ça représente à peu près 1 million de personnes sur le marché du travail. Donc il y a 1 million de personnes sur les 40 millions d'actifs. Le marché est rare. Donc d'un côté, il y a une augmentation de la demande, et de l'autre côté, il y a une offre qui est assez stable, qui ne bouge pas par définition. Voilà, donc ça, c'est aussi pour ça que l'ère du temps vraiment vers le neuroatypique. Je précise quand même que c'est pas une volonté humaniste hein, de la part des entreprises de se dire il faut redonner sa place aux profils atypiques, différents, etc. Il y a un peu à côté comme ça, effet de mode. Non, c'est vraiment un calcul de rentabilité. Hein. Si on sait bien utiliser les atypiques, quelque part, on est capable de mieux performer. Alors, si on se place du côté maintenant, du côté de l'atypique, du neuroatypique, qu'est-ce qui fait leur spécificité à ces profils-là dans le contexte de recrutement? Alors, les atypiques sont déjà spécifiques en tant que tels, parce qu'ils ont une forme d'intelligence qui est différente. Ce que dit Olivier Revol, qui est un neuropsychiatre à l'hôpital de Lyon, il dit les atypiques, ils ne sont pas forcément plus intelligents, mais ils sont intelligents de façon différente. C'est-à-dire qu'ils vont dans des champs de pensée qui sont pas accessibles facilement, en tout cas pour les autres personnes. Donc, on a ces profils-là qui se répartissent
je dirais plutôt en deux catégories qu'on appelle les atypiques ou les surdoués, aussi on les appelle comme ça, plutôt liminaires. Donc ça, c'est un peu les caractéristiques des scientifiques, des matheux, astrophysiciens, etc. Ceux-là, ils sont bien identifiés généralement par le public. Donc c'est les crânes d'œufs, un petit peu, hein, pour résumer. Des gens qui ont un QI élevé, relativement homogène. Le cerveau fonctionne vite, les raisonnements sont de grande qualité, avec des petites difficultés parfois à socialiser. Mais ça, c'est vraiment le profil un peu ingé qu'on connaît relativement bien et qu'on a réussi à maîtriser. Il y a un autre profil, quelque part, c'est le spécifique chez les spécifiques, c'est le surdoué dit complexe. Où là, en fait, il y a un raisonnement qui est plus intuitif et fulgurant, donc forcément moins facile à estimer dans un contexte de recrutement parce que autant la force de calcul, le laminaire est capable effectivement d'être assez facilement identifié, autant le complexe est souvent en décalage et peut-être un peu plus compliqué à intégrer dans une entreprise. Donc déjà il y a une première différence qui est assez importante à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment ces caractéristiques, le fait qu'on ait des schémas de pensée différents qui sont voilà, très, très recherchés actuellement, en tout cas dans le monde du travail. Si on va un tout petit peu plus loin, Jordan Peterson, qui est un psychologue canadien, qui est enseignant à McGill, qui a travaillé sur quelque chose qui est un peu controversé, mais je pense que ça vaut le coup quand même d'aller un petit peu là-dedans. Et lui, il a carrément en fait établi une table de correspondance entre des percentiles du QI, entre 116 et 130 par exemple, avec des types de jobs en particulier. Mhm. Et si c'est les gens que ça intéresse, allez voir un petit peu ce que dit Jordan Peterson. Faut pas forcément le prendre au pied de la lettre, mais c'est un travail qui est assez sérieux et qui donne des pistes et comme ça pour vous dire, oui, effectivement, il y a des types de métiers qui sont conseillés pour les neuroatypiques. Ok. Alors moi, je reçois beaucoup de personnes hein, en coaching notamment, qui sont des personnes neuroatypiques et qui ont du mal à trouver leur place sur le marché de l'emploi, qui ont du mal à se faire recruter hein, pour plein de raisons. Hein. On pourrait citer comme exemple le fait qu'ils ont des CV à rallonge avec des expériences multiples, parfois courtes, mais disons qui montrent quand même, qui peut laisser penser à un recruteur qu'il y a une certaine instabilité. Des personnes également qui ont du mal à trouver leur voie parce que tout les intéresse. Enfin voilà, on peut avoir énormément de cas différents. Et donc, comment est-ce qu'on rassure ces personnes-là en leur disant oui, vous avez une place dans le monde du travail, sur le marché de l'emploi en tout cas, et comment on peut Mhm. les aider à se faire recruter justement. Ta remarque résonne particulièrement chez moi parce que comme tu as décrit un peu mon parcours, moi, j'ai été dans une ambassade en Afrique, j'étais journaliste en Turquie, j'ai travaillé dans plein de domaines d'activité, donc quelque part, je suis un peu une caricature avec mon parcours de ce type euh, de, de manque de lisibilité pour certains recruteurs. Et à titre personnel, en fait, j'ai réussi vraiment à créer un storytelling. Vraiment réussi à créer en fait une ligne directrice, un fil rouge de toutes mes expériences pour pouvoir le marketer et le vendre auprès du recruteur. Donc ça, c'est ce que j'ai fait à titre personnel. C'est aussi parce que c'est mon métier de faire du marketing, donc quelque part. Et puis, quand on est atypique, on arrive facilement à trouver comme ça des points de connexion, des points de convergence. Et donc, on peut, à partir d'une expérience, si c'est, comme tu décris, une expérience qui est un petit peu hachée, qui est pas suffisamment linéaire pour être lisible par un recruteur, déjà, bien réfléchir bah, ok, d'accord, il y a tout ça, mais il y a quand même une cohérence, et je vais travailler sur cette cohérence pour être capable de la partager auprès du recruteur. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, j'aurais tendance à le dire, il faut le dire qu'on est atypique. Je suis vraiment pour le fait de l'assumer pleinement. Ça, c'est évidemment un avis qui n'engage que moi, mais je serais vraiment partisan de jouer carte sur table avec la personne qui recrute, sachant que la balance bénéfice-risque pour l'employeur est quand même largement favorable. S'il n'est pas capable de le comprendre, quelque part, est-ce que c'est la peine d'aller dans l'entreprise? Vous voyez, c'est un peu une première chose. Donc moi je suis pour le fait de le dire au recruteur. Par contre, pas forcément de le faire savoir de manière publique, c'est-à-dire pas forcément le mettre sur un CV public ou le mettre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Ça, je serais plutôt réservé par rapport à ça. Mais quand on est en one-to-one, au moment de l'entretien, là dire, alors, faut que vous le sachiez, j'ai un fonctionnement neuroatypique qui a énormément de bénéfices, qui a aussi quelques petites choses qu'il va falloir prendre en compte du côté de l'organisation. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour se faire recruter quand on est neuroatypique, c'est les deux premiers conseils. Puis après, il y en a plusieurs aussi que j'aimerais souligner. Une chose qui est pas mal, c'est de multiplier un peu les identités virtuelles.
Alors ça peut paraître surprenant, mais quelque part c'est quelque chose que font beaucoup de neuroatypiques dans la vie de tous les jours, c'est qu'ils créent ce qu'on appelle des faux self, des expressions d'eux-mêmes mais dans différents contextes pour leur permettre de mieux socialiser, etc. Et grâce à Chrome, vous pouvez créer comme ça plusieurs identités pour aller prendre de l'information, se renseigner auprès d'une personne, etc. Ça c'est vraiment un truc qui fonctionne bien et pas forcément en fait tout faire de façon monolithique sur un seul compte. Donc avoir des comptes pour plusieurs choses, pour aller peut-être même parfois poser des questions avec une fausse identité, puis après que vous aurez des réponses pour quand ce sera la vraie qui va prendre le dessus. Ensuite, il y a faire un background check, ça c'est très important à mon avis. C'est vrai pour tout le monde, évidemment, mais là peut-être encore plus parce qu'on veut vraiment être capable de repérer tout ce qui dans son passé peut être perçu par le recruteur qui va aussi faire des recherches sur votre profil. Donc ça c'est important de bien savoir ce qu'il y a sur la toile et ce qu'on dit de vous sur la toile. Après, je pense que c'est important de faire un benchmark sur LinkedIn. Alors, j'emploie beaucoup de mots anglais, désolé, mais bon, quand on travaille dans le marketing digital, c'est un peu la règle. Donc, allez voir des profils LinkedIn de personnes que vous admirez. Par exemple, ça, à mon avis, c'est un bon conseil. Vous allez voir des profils, vous dites, tiens, comment il se présente, comment il ou elle se présente, comment il a choisi sa photo de profil, quels mots-clés ils utilisent. Je pense que c'est pas mal de s'inspirer des personnes qui sont vraiment, qu'on admire, soit parce qu'ils ont quasiment le job qu'on rêverait d'avoir, soit parce que ce sont des personnes qui sont inspirantes par ailleurs. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'assez utile. Et puis au-delà de ça, les neuroatypiques ont tendance souvent à s'intéresser à énormément de sujets. Eh ben, j'aurais tendance à dire, pour un recrutement, montrez-le. Écrivez des choses sur un sujet, même si c'est pas un sujet qui est directement lié à votre activité professionnelle. Le fait d'avoir une passion, d'écrire sur la passion, de diffuser dessus, c'est un vrai plus pour un recruteur. Parce que ça montre que vous êtes une personne, quelque part, qui est un peu capable de travailler par passion, qui est capable aussi de déplacer des montagnes, d'échanger sur ce qui l'intéresse. Et je pense que là, il y a beaucoup de choses à échanger pour que le recruteur, quand il fait une recherche sur vous, parce qu'il la fera forcément, il faut savoir que dans 85% des cas, le recruteur, quand il reçoit votre CV, surtout quand c'est pour des postes à responsabilité, il va aller faire un tour sur Internet pour voir ce qu'on dit de vous. Et là, essayez de donner un maximum de gages. Ça, c'est vraiment bien utile pour se faire recruter. Et d'ailleurs, ça s'inscrit aussi complètement dans la logique d'inbound recruiting. Donc, c'est cohérent avec ce qu'on fait. À mon avis, faites ce que vous savez faire de mieux. Une fois que vous êtes emballé par quelque chose, lisez, publiez, soignez vos relations en physique quand c'est possible, les relations sur LinkedIn quand c'est dans d'autres situations. Et à partir de là, je pense que déjà vous donnez des bonnes cartes pour être bankable sur le marché du travail. Alors, j'ai envie de te poser deux questions en une. Est-ce que il faut, pour un recruteur, être justement atypique, pour un patron, un manager, un recruteur, est-ce qu'il faut être atypique pour recruter des atypiques? Et est-ce que tu as l'impression, toi, que parfois les profils atypiques font peur aux entreprises? Alors, pour ta première question qui concernait est-ce qu'il faut être atypique soi-même pour recruter un atypique? Alors, il y a deux choses. Il y a la partie est-ce qu'il pour recruter et pour manager, parce que c'est pas toujours la même personne qui recrute et qui manage. Ça dépend du mode de fonctionnement. Alors là, je prends position également. Je dirais oui. Je dirais vraiment pour bien faire, oui. C'est mieux d'avoir une personne qui a un fonctionnement atypique, bah, tout simplement voilà, pour pouvoir être sur un peu un canal de communication, un canal d'échange qui soit cohérent. C'est toujours mieux pour en savoir plus sur la personne. Ceci étant, ça peut quand même être fait aussi par des personnes qui sont dans la zone d'intelligence supérieure. Dans l'échelle de Wechsler, c'est vrai que là, on se focalise un petit peu sur les neuroatypiques, qu'on appelle aussi les hauts potentiels intellectuels, qui sont les 2,5% complètement à droite de la courbe. Mais il y a également, il ne faut pas oublier, 13% d'intelligence supérieure qui sont entre 115 et 130, même si les chiffres n'ont pas une grosse importance. Et ces personnes-là, à mon avis, peuvent tout à fait aussi recruter, probablement manager. Ça demande qu'elles aient quand même une compréhension, qu'elles aient lu sur le sujet, qu'elles se soient documentées, qu'elles aient écouté ton podcast, tous tes podcasts, qui sont tous géniaux, pour monter en connaissance et monter quelque part en compétence sur qu'est-ce que ça veut dire, avoir un profil neuroatypique. Et ensuite, je dirais, pour la phase de recrutement, c'est une chose, et pour la phase d'évaluation, donc c'est à mon avis important, et surtout, là où c'est vraiment, vraiment important, c'est sur la phase d'onboarding. Donc, dans un recrutement, on a la préqualification, on a l'entretien, et puis après, une fois qu'on est pris, il y a la phase d'onboarding, on est accompagné. Là, à mon avis, sur une phase d'onboarding,
C'est vraiment un plus, un énorme plus de pouvoir avoir un haut potentiel ou d'avoir un neuroatypique qui soit accompagné par un de ses pairs. C'est vraiment important. Alors, juste pour nos auditeurs, l'onboarding, c'est vraiment l'intégration dans l'entreprise, hein. C'est la phase où le candidat arrive et où effectivement l'entreprise va mettre en place tout un parcours d'accompagnement avec des différentes étapes, souvent différents interlocuteurs, ou une personne qui va effectivement l'accompagner. Ça peut être son manager, ça peut être un autre membre de l'équipe, ça peut être un tuteur, voilà, ça dépend comment c'est fait dans chaque entreprise. Voilà, un tuteur, ouais, c'est pas mal, un tutorat, un petit peu, un tutorat d'accompagnement au début, mais ça peut être un collègue, hein, c'est pas forcément une personne qui a un rapport hiérarchique avec de nouveaux collaborateurs. Et dans ce cas-là, oui, je pense que c'est quand même important d'avoir des personnes neuroatypiques pour un meilleur échange et un meilleur accompagnement. Également au niveau émotionnel, hein, on n'a pas beaucoup évoqué, mais c'est quand même beaucoup d'émotions et beaucoup de ressentis qu'un autre atypique peut aussi partager. Ton autre question concernait, est-ce que ça fait peur aux entreprises, c'est ça? Oui. Est-ce que ces profils peuvent faire peur aux entreprises? Alors, d'une manière générale, je suis convaincu qu'on a surtout peur de ce qu'on ne comprend pas. Comme on ne comprend pas encore très bien la réalité d'un profil neuroatypique déjà percé, hein, mais en plus dans un contexte d'organisation professionnelle où il y a de la production, où il y a du management, etc., on est un petit peu aux prémices hein, de ça, hein, mine de rien. Même si ça fait très longtemps qu'on a compris qu'il y avait différentes catégories, au niveau du monde du travail, c'est encore nouveau, donc comme c'est pas bien compris, oui, je pense qu'il y a de la peur. Il y a aussi des fausses croyances. Prends par exemple la série HPI, là, qui a eu un gros succès sur TF1. Est-ce que tu voudrais embaucher Audrey Fleurot? Bon, on dû la voir dans sa vie de tous les jours, elle est un peu foutraque, etc. Pas sûr que ce soit elle que j'ai envie d'embaucher. Et pourtant, soi-disant, dans la série, elle a un QI de 160. Bon, voilà, donc comme il y a des clichés qui sont véhiculés partout, du coup, ça génère de la crainte, un petit peu de malaise aussi par rapport à l'incompréhension que ça suscite d'avoir ces profils-là. Mais c'est quand même en train de changer à toute vitesse, hein, je le disais tout à l'heure. Voilà, alors ça change pour des bonnes raisons que j'ai évoquées, ça change aussi pour des mauvaises raisons. Il y a clairement un effet Barnum hein, qui s'est créé autour de cette notion de profil atypique. Pas mal de modes, hein, d'effets de mode qui s'est créé. D'ailleurs, c'est compliqué pour les gens qui sont identifiés HPI aujourd'hui, en plein effet un petit peu Barnum, en plein effet de mode, parce que on dit oui d'accord, tu as encore cédé à la mode et tout, mais non, non, je suis vraiment neuroatypique. Donc ça c'est quelque chose voilà, qui fait qu'il y a un effet de mode, et dans le recrutement, on adore les effets de mode, voilà, faut pas se leurrer, hein, comme dans beaucoup de domaines. Et au-delà de ça, pour un recruteur, il y a deux questions, c'est si je recrute quelqu'un de plus intelligent que moi, combien de temps est-ce que ça va prendre avant qu'il prenne ma place? Ça, c'est quand même important à considérer. Même si on entend voilà, Steve Jobs, Elon Musk qui dit moi, mon rôle, c'est de recruter des gens plus intelligents que moi pour faire progresser ma société, etc. etc. Oui, alors ça, les gens après vont le partager sur LinkedIn et en faire des super quotes. Mais en vérité, recruter une personne qu'on sent voilà, capable de performer plus, déjà, c'est un problème. Et puis ensuite, si je recrute une personne neuroatypique, ça va me demander de travailler plus aussi. Peut-être qu'il va falloir que je réfléchisse à d'autres modes d'organisation, que je puisse faire des formations, parce que la formation, c'est absolument primordial pour un neuroatypique, comme c'est un peu une éponge à savoir. Donc il faut des plans de formation spécifiques, etc. Donc c'est un peu ça aussi qui peut poser un souci. Voilà, je pense que c'est ces critères-là qui font que, oui, effectivement, il y a encore un petit peu une peur. C'est un peu un sentiment de peur mélangé à de l'envie, hein, parce que derrière, on sent bien que, bien exploité, une personne neuroatypique peut vraiment apporter beaucoup à l'entreprise, y compris en termes de productivité. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir donner des exemples concrets de difficultés qui peuvent se vivre pour l'entreprise face à des profils comme cela. Et du coup, quand on entend tout ça, et moi je l'entends aussi au cabinet, c'est que ces profils se demandent si finalement l'entrepreneuriat ne serait pas la voie royale pour eux, en fait, hein, pour ces profils-là. Alors certains vont effectivement y aller, d'autres en ont peur. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, encore une fois, je prends en partie oui. Moi, j'aurais tendance à répondre oui avec une nuance, que l'entrepreneuriat est effectivement la voie royale. Mais c'est pas du tout une obligation. C'est pas du tout une obligation. Je pense qu'on peut s'épanouir professionnellement dans d'autres cadres que l'entrepreneuriat. C'est la voie royale, un petit peu quand on a tout essayé. Tu vois, quand tu parles un petit peu des parcours hachés, bah, c'est un peu des gens qui se cherchent. Et à un moment donné, si on a cherché via des contractualisations professionnelles, de type CDI, CDD, etc., etc., et qu'on n'arrive pas à s'y retrouver, je pense qu'effectivement, là, l'entrepreneuriat, c'est de se dire, on va se débrouiller seul ou accompagné avec des gens de confiance, sans hiérarchie pesante et normopensante.
Et là, je fais référence à ça parce que c'était vraiment mon cas, hein. C'était ça qui m'a poussé vers l'entrepreneuriat. Donc le monde professionnel tel qu'il existe encore à l'heure actuelle, à mon avis, est pas super super adapté, sauf à travers peut-être deux manifestations, l'intrapreneuriat, qui serait un petit peu le meilleur des mondes aussi pour les personnes qui ont envie d'avoir toujours une sorte de confort matériel et émotionnel aussi affectif, parce que c'est pas rien, hein, l'entrepreneuriat c'est rude au niveau, c'est de la solitude aussi parfois. Donc l'intrapreneuriat, je pense que c'est une très bonne solution. Et puis il y a aussi le développement de tout ce qui est les slashers, c'est-à-dire les personnes qui sont un peu comme ça multicompétences et qui peuvent proposer leurs services. Je pense que le mode slasher qui est en train vraiment, en plus de prendre de l'ampleur et quasiment devenir l'équivalent du salarié en France, c'est quand même pas rien. Ça, c'est aussi, à mon avis, une très bonne voie pour s'épanouir professionnellement. Mais il y a plein de façons. C'est vraiment l'entrepreneuriat, à mon avis, je fais un focus particulièrement par rapport à ça. L'atypique, pareil, de gros atouts pour devenir entrepreneur. Mais attention, c'est quand même, sur le plan émotionnel, peut être difficile. Quelque part, parfois, il ne faut pas trop se poser de questions pour faire du business. Et le neuroatypique, c'est spécifiquement quelqu'un qui peut se poser beaucoup de questions, et là, ça peut devenir un handicap. Donc, si on est capable, en tant que neuroatypique, de mettre un petit peu sous cloche pas mal d'informations, et puis de devenir un peu plus, allez, on va à l'essentiel, parce que derrière, l'objectif, c'est de générer du chiffre d'affaires, là, oui. Et ça demande un peu de pratique. Tout à fait. Ce que je vois dans mon expérience à moi, hein, c'est bon, déjà ma propre expérience et ceux que j'accompagne, ils sont aussi guidés, alors certes il y a le business, mais ils sont aussi beaucoup guidés par le sens, par les valeurs qu'ils ont envie de mettre dans leur entreprise et qu'ils n'arrivent pas à trouver dans des entreprises aujourd'hui, ou en tout cas où il n'y a pas congruence entre les valeurs qu'elle annonce et ce qu'on vit finalement dans l'entreprise elle-même. Et donc, ils vont être tentés de monter leur propre entreprise pour que, justement, ils puissent afficher des valeurs qui soient congruentes avec leur façon de fonctionner, etc., où ils s'y reconnaissent, où ça a du sens. Hein, c'est vraiment ça qui est très important pour les neuroatypiques, hein, le Mm. sens. Et je suis complètement d'accord avec toi. Ça peut être une très belle aventure quand on est accompagné, quand on sent le besoin d'être accompagné pour aller vers cette voie-là. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Ça peut être aussi en activité secondaire, parce que parfois une personne peut avoir besoin d'avoir aussi une stabilité financière parce qu'il y a une famille, parce qu'il y a des besoins. Voilà, il faut aussi raisonner, on vit dans le monde réel. Et avoir une activité, bah, je crois que c'est un peu ton cas d'ailleurs, Tout à fait. d'avoir une activité dans laquelle voilà, la quête de sens quelque part est suivie, sur lequel on développe un petit peu ses propres outils, sa propre indépendance. Donc voilà, il y a aussi l'entrepreneuriat qui se fait en plus de l'activité salariée. Ça peut être aussi une chose. Il y a plein de façons de voir les choses. Mais à un moment donné, la notion d'indépendance, comme l'atypique, est quand même largement indépendant d'esprit. Et ça, c'est quand même quelque chose qui fait partie des caractéristiques intrinsèques de ces profils-là, être des personnes qui sont indépendantes d'esprit, débrouillardes, hein, souvent. Ça va dans ce sens-là. Il y a plusieurs modalités de ce fonctionnement-là, oui. Oui, tout à fait. Merci. Alors, on arrive doucement vers la fin de cette interview. Pour conclure, quel est le message que tu souhaiterais faire passer à nos auditeurs et le message que tu aimerais donner en fait aux candidats qui ont ces profils neuroatypiques? Alors, bah, un message, là pour le coup, ce sera un message de pair à pair. Déjà, parce que quand on est neuroatypique, soi-même peut déjà avoir des petites des conclusions. Moi, j'ai 45 ans, 20 ans d'expérience professionnelle, et c'est assez tardivement que j'ai fait le test. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est neuroatypique, la vie n'est pas nécessairement plus facile ou plus difficile. C'est-à-dire que atypique, ça veut dire déjà différent. Elle est théoriquement plus facile, mais de la même façon que, alors je sais plus, je crois que c'est Jeanne Sauvachin qui prenait cette métaphore avec un gros moteur ou une grosse voiture de course. Bah, en fait, on part dans la vie avec une grosse voiture de course, mais après, si vous avez une Lamborghini et qu'à côté, ils ont une Ford Fiesta, mais que vous ne savez pas conduire, ou que devant, la route n'est pas bien adaptée pour votre voiture, et ben, vous allez vous porter dans le décor. Donc c'est pas forcément le fait d'avoir une grosse voiture ou un gros moteur qui va vous garantir de terminer une ligne d'arrivée en tête, hein. Loin de là. Donc c'est ça qu'il faut comprendre qu'on s'inscrit quand même dans un monde plus large. Quand on est atypique, je pense qu'on sait résoudre un certain nombre de problématiques de manière plus rapide, de manière plus efficiente, plus originale. Mais il y a des contreparties, notamment émotionnelles, qu'il faut savoir gérer. Donc je pense que comme la relation de recrutement est une relation qui est quand même assez anxiogène, encore maintenant, même si je travaille à ce qu'elle la rende moins anxiogène, mais elle reste quand même anxiogène.
qui n'a pas eu un petit peu des frissons en allant en entretien, surtout quand c'est un entretien pour un emploi qu'on veut absolument. Et là, l'aspect émotionnel, je pense qu'il faut savoir le gérer. Il y a des techniques pour ça, des techniques de méditation, la cohérence respiratoire, il y a des choses qui permettent justement déjà de faire baisser cette pression. Donc voilà, un message par rapport au recrutement pour les profils atypiques, c'est essayer un petit peu de canaliser ses émotions pour faire ressortir le meilleur de soi-même et savoir le démontrer auprès du recruteur pour que la coopération se passe de la meilleure façon possible. Et je dirais aussi quand même, il y a un point de départ à tout ça, c'est quand même d'aller passer le test avec une personne reconnue. Tout le monde ne le dira pas, ça. Je parle d'autres personnes qui disent non, mais pour moi, en fait, le test, c'est pas nécessaire. Voilà, moi je vous dis vraiment de mon point de vue, le fait de l'avoir passé, quelque part, ça pose un nom sur une réalité, et ce qui permet de mieux savoir ses forces et ses faiblesses et de les adapter au monde du travail qui nous attend dans le cadre de recrutement. Ok. Juste sur le test, là, ça concernerait plutôt les profils HPI. Moi, j'ai aussi beaucoup de gens qui ont des profils hypersensibles et qui peuvent ou pas être associés à du haut potentiel. Et j'ai aussi des personnes qui ont plutôt des troubles d'ordre 10, qui peuvent poser aussi parfois problématiques. En entreprise, c'est un peu le handicap invisible, des profils Asperger, par exemple. Voilà. En fait, je pense qu'au-delà de passer le test ou pas, ce que tu veux dire et ce que je partage tout à fait, c'est mieux se connaître, apprendre à bien se connaître, en fait. Mieux vous allez vous connaître et mieux vous saurez comment vous fonctionnez et mieux vous saurez où vous serez bien, dans quel type d'entreprise, dans quel type de domaine, etc. Et donc c'est vraiment en ça que je prône le fait d'aller chercher l'information. Donc si elle passe par un test, elle passe par un test, mais l'idée derrière, c'est vraiment bien se connaître. Absolument, absolument. Vraiment comme tu le dis, c'est mettre un nom sur une réalité d'un état psychocognitif quelque part. Et ça, c'est vraiment important. Mais ça peut être aussi le cas pour des gens qui ne sont pas nécessairement neuroatypiques. C'est intéressant de savoir où on se situe, tout simplement. C'est un petit peu comme si on vit dans un monde avec une répartition de loi normale de la taille. Bon, bah, la taille, tout le monde connaît sa taille. Et ben, c'est un peu pareil. Connaissez la taille de votre surface de pensée, parce que il s'agit un petit peu de ça, de votre surface émotionnelle, pour vous doter des armes, pour pouvoir aussi beaucoup parler avec des gens qui vous ressemblent. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est très marquant. En fait, la faible proportion, la faible population des personnes neuroatypiques fait qu'elles ont parfois un peu de mal à voir leurs équivalents, des personnes avec qui vraiment elles peuvent échanger et se faire comprendre. Donc plus on le sait, et quelque part plus on est capable d'aller voir des associations, d'aller voir des groupes, et de parler de ça. Je pense que c'est vraiment bon de le savoir. Pas trop laisser les choses dans le flou. À mon avis, on a beaucoup plus intérêt en tant que neuroatypique à vraiment pouvoir dire à peu près qui on est. Et donc pour l'entreprise, à faire appel au service de la super agence pour apprendre à montrer vraiment qui elles sont, quelle est l'essence même de ce qu'elles ont envie de véhiculer en fait auprès du public pour qu'elles attirent à elles les bons profils. Voilà, exactement. Tout à fait. Merci Guillaume pour cette interview très très intéressante et au plaisir d'échanger à nouveau. Au revoir.